Alors, bonjour, toujours Michel Labrèche, les pouvoirs de la magicienne. On va aborder ici maintenant les phénomènes paranormaux. Les phénomènes paranormaux, j'en parle beaucoup dans mon livre, j'en ai relaté à peu près 25. Il y en a plus que ça, mais c'est ceux qui sont les plus courants. Donc là-dedans, naturellement, il y a le phénomène d'OVNI ou UFO, là, puis j'explique la différence entre un OVNI, c'est un objet volant non identifié. Donc, si quelqu'un envoie un ballon de football dans mon champ de vision très très rapidement, puis j'ai pas le temps de voir c'est quoi, j'ai vu quelque chose passer, pour moi, c'est un objet volant non identifié. Alors, entre un objet volant non identifié, puis une soucoupe volante, puis une boule de lumière, puis des extraterrestres, il y a une gradation. Alors ça, je vais en parler beaucoup dans mon livre parce que j'ai eu des expériences à ce niveau-là, à titre personnel, qui sont quand même assez surprenantes. Et naturellement, je parle aussi des apparitions mariales, c'est-à-dire de la Vierge Marie, qui s'adresse souvent à des gens qui sont très spirituels. Puis c'est drôle parce que des fois, ça peut être des gens qui ne sont même pas spirituels. J'ai un de mes amis, moi, qui a eu l'apparition du Christ ou d'une image qui ressemblait au Christ selon l'image que l'Église nous a donnée. Puis il dit, moi, il dit, je suis un athée, puis il s'est apparu dans mon miroir. Fait que là, il dit, celle-là, je la comprends pas. Alors, ça y a ouvert les yeux. D'ailleurs, il a acheté mon livre. Donc, naturellement, il y a ce que les gens appellent les fantômes, les poltergeists. Il va y avoir les apparitions angéliques aussi. C'est sûr que j'ai une expérience qui est vraiment l'expérience la plus impressionnante, la plus excitante et la plus drastique que j'ai eue dans ma vie. C'est l'apparition d'un ange dans ma chambre et je compte comment j'ai fait ça et vous irez le lire si ça vous intéresse, là, mais c'est vraiment, c'est pas un manque de sérotonine, je vous le dis, malgré que certaines personnes dans mon entourage m'ont dit que c'était peut-être ça. C'est pas un débalancement chimique, c'est vraiment la connexion avec un monde invisible qui vient se densifier pour faire un contact ou une communion avec un être de la Terre. Bon. Naturellement, je parle de toutes sortes de choses, aussi la catégorie, le monstre du Loch Ness, puis les Yétis ou les Bigfoot, les Sasquatch, c'est ce qu'on appelle comme ça, des phénomènes de combustion instantanée. Si vous allez voir, il y a des gens qu'on retrouve simplement le pied, puis le reste du corps a totalement été brûlé, là, puis c'est fait dans un instant. D'ailleurs, il y en a eu beaucoup dans le Philadelphia Experiment. Ils ont fait des films. Ils en ont fait un il y a à peu près 25 ans, puis un récemment. Et c'est une expérience réelle qui s'est faite dans le port de Philadelphie et où ils ont essayé d'induire des champs de force avec des gros appareils. Puis pendant quelques temps, le bateau a disparu de l'écran radar. Puis peut-être même que physiquement, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Puis c'est sûr que plus on touche à des choses qu'on ne connaît pas, plus on risque d'avoir des surprises dans les résultats, parce qu'une science expérimentale, c'est une chose, puis une science de l'esprit, c'est une autre chose. Par exemple, je vais vous en dire une, puis je suis sûr que dans 20 ans, ça va sortir, quand ils vont y arriver, si ça arrive. Ils veulent envoyer des gens sur Mars. Mais moi, ce que je dis, c'est que l'être humain, actuellement, avec le summum des scientifiques qu'on a, ne possède pas la technologie pour envoyer un être humain sur Mars. On a la technologie pour envoyer un petit robot, une sonde, c'est d'accord, mais il n'y a aucun être vivant sur la Terre qui est allé plus loin que l'orbite de la Lune. Okay? Alors, quand on va de la Terre à la Lune, rendu sur la Lune, on se met en orbite. Puis là, après ça, avec le LEM, le module lunaire, on atterrit, puis là, on peut sautiller, parce que la gravité est à un sixième, je crois, de celui de la Terre. Alors, c'est évident que ça, c'est une chose. Puis quand les astronautes sont à la face cachée de la Lune, parce que quand ils tournent en orbite, évidemment, je ne sais pas, il faudrait demander aux gens de la NASA, est-ce qu'ils ont tourné en orbite de façon circulaire toujours en étant visibles au Soleil, ou ils ont tourné en orbite en passant la face cachée de la Lune? Ça, je n'ai pas d'informations là-dessus, je vais aller lire, je pense. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on est dans l'attraction de la Lune, on est encore sous le pull, c'est-à-dire l'attirance de l'attraction de la Terre. Parce que la Lune, elle est en orbite autour de la Terre, puis si tu es en orbite autour de la Lune, ça veut dire que la Terre, tu as encore le champ gravitationnel de la Terre qui va t'attirer autour de la Lune, qui finalement te fait pas aller dans l'espace intersidéral.
Et à ce moment-là, il y a certaines lois qui sont respectées et il ne s'agit pas d'avoir un habit, un suit de cosmonaute qui va simplement te protéger donc du manque d'air, puis de la gravité, puis de l'espace. Il va également avoir quelque chose parce que l'être humain est connecté à la Terre. La Terre, c'est la planète mère. Puis nous autres, ben, on a les chakras, les centres d'énergie, et on a notre cordon d'argent qui relie notre âme à notre corps physique par une espèce d'ancrage électromagnétique que j'explique dans mon livre. Et c'est évident que quand on va arriver à dépasser avec notre corps physique, on ne sera pas capable de reproduire les conditions de la Terre parce que c'est pas d'être capable de reproduire des conditions d'environnement, mais c'est plutôt être capable de subir la scission de la coupure du cordon d'argent avec la Terre et au même moment switcher à connecter à une technologie qui va être capable de produire la même chose, mais c'est pas juste environnemental. Là. Ça marche avec la fréquence de résonance, ça marche avec l'atmosphère, ça marche avec les composantes de la Terre. Donc, quand on fait une tomate avec des serres hydroponiques, là, puis on n'a pas de terre, puis on donne juste de l'eau et des oligo-éléments, ça c'est correct parce qu'on est à la surface de la Terre. Mais dès qu'on va quitter, alors ceux qui vont passer ça, moi j'ai prédit que je ne sais pas s'ils vont envoyer un singe pour commencer, mais ça coûte tellement cher que s'ils font ça, je pense qu'ils vont décider de dire on a fait des tests, on va envoyer des astronautes ou des cosmonautes. Okay? Mais s'ils font ça, passer quelques temps, les gens ils savent que dans les modèles d'Odyssée de l'espace, là, ils font des grandes roues là, pour aller, exemple, à Jupiter. Puis dans la roue, la personne elle peut marcher parce que finalement, à cause de l'ostéosporose, c'est super important que la gravité exerce un poids sur le corps physique pour aider le corps à avoir un contrepoids pour qu'il soit capable de sentir qu'il y a une rétention en quelque part. Parce que s'il n'y a pas ça, le corps, les muscles vont s'affaisser, les os vont se dégénérer, et etc. Donc, si on était capable d'envoyer Mars ou même à Jupiter, ou quand on va être capable, c'est parce qu'on va avoir accès à une autre technologie. Moi, j'ai appelé ça le scorbut de l'espace. Le scorbut de l'espace, dans mon livre, c'est le fait qu'un être humain soit envoyé plus loin que l'attraction lunaire, vers, exemple, Mars, ou plus loin que ça. Il va y avoir des gros problèmes qui vont être rencontrés, puis ils vont dire on ne comprend pas, pourtant on a tout sur papier, mais c'est parce que l'être humain actuel, dans la science, on n'a pas la conception de l'être humain au niveau énergétique, okay? Dans ces chakras. Ça, c'est évident. Alors, il y a des choses, mais naturellement, les gens qui disent oui, mais les êtres qui sont d'autres planètes puis qui viennent ici, ça, c'est une autre histoire parce que nous autres, la Terre, on est une planète expérimentale où le principe de l'amour universel doit être développé et il est en train de se développer. C'est cet amour-là qui va être capable de générer un champ de force ultime qui va être capable de contenir la conscience de l'être humain et qui va faire en sorte que l'être humain va simplement pouvoir se véhiculer avec sa conscience dans une espèce de boule de lumière, mais qui va être invisible, intangible, et qui ne sera pas affecté ni par les trous noirs, ni par les phénomènes cosmiques, ni la radiation solaire, ni les vents solaires, etc. Parce qu'il y a plein de choses qui pourraient affecter donc, le corps humain. Donc, c'est sûr qu'un dernier point, c'est les voyages dans le temps. Les voyages dans le temps, j'en parle dans mon livre, et naturellement, j'ai pas vu de film à date qui parlait qu'un voyage dans le temps s'effectuait au moyen de voyage de l'espace aussi. Parce que qui dit voyager dans le temps, veut dire naturellement voyager dans l'espace. Parce que, exemple, si je voudrais retourner en 1950 et que c'était physiquement faisable avec une technologie quelconque, en 1950, si j'étais ici dans le spatio-espace-temps temporel, je peux dire, je serais probablement dans du vide intersidéral parce qu'il y a 50 ans, la Terre, elle était 50 ans dans cet exemple direction-là, mais à la vitesse où la Terre circule, parce que la Terre tourne autour du Soleil et le Soleil se déplace. Donc, c'est comme un sweet spot, si on veut. Quelqu'un comme lorsque il y a récemment un pilote d'avion d'une ligne aérienne du Québec qui a fait du vol plané avec un gros appareil avec à peu près 200 passagers, puis il a réussi à atterrir sur une petite île
Parce que s'il manquait le sweet spot, ben là, il atterrissait dans la mer. Ça revient à peu près à ça. Si tu voyages dans le temps, tu es obligé de voyager dans l'espace. Sinon, tu vas te retrouver dans l'espace intersidéral. Alors, il y a des choses que les grands scénaristes n'ont pas encore imaginées. Puis finalement, au bout de la ligne, quand tu y penses ou quand tu reçois l'information parce que tu te connectes à ta source, tu dis, ah, on a des croûtes à manger, puis il y a des choses qui devront être faites avant d'être capable de pouvoir faire ça. D'ailleurs, très simple, actuellement, la NASA, quand elle envoie, exemple, là, Voyager ou Pioneer, toutes ces sondes-là, si on veut la faire atterrir, exemple, sur Vénus ou sur Mars, quand la Terre est ici, Mars est là. Mais les autres font des calculs que quand elle va partir, Mars va être rendu là. Fait qu'ils font des calculs pour que ça arrive exactement. Ça ressemble exactement à ça. Puis ça, c'est juste un voyage dans l'espace. Imaginez un voyage dans le temps, le nombre de complexités et de complications que ça pourrait comporter. Moi, ce que je dis, c'est qu'éventuellement, on va pouvoir, mais on va voyager dans le temps sous forme de pure énergie. Puis à ce moment-là, on n'aura pas la capacité d'interagir avec le milieu ambiant, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait altérer le passé, puis en altérant le passé, on pourrait donc changer notre présent. Donc ça, là, c'est Back to the Future. C'est le fun, retour vers le futur. C'est le fun peut-être en allégorie, là, en roman fantastique, mais c'est pas quelque chose qui est réel de soi. Alors, c'était pas mal pour les phénomènes paranormaux. Il y en a plusieurs. Puis, vous avez contacté, d'ailleurs, allez voir ma table des matières sur l'Internet, la machine commerciale gmail.com. Vous allez voir que la table des matières a environ 35 pages de long. Et ça prend 1h15 pour la lire parce que c'est un ouvrage majeur qui a codifié. C'est comme un peu. En pharmacologie, vous avez la pharmacopée. Là, ça, c'est vraiment dans le monde. J'ai mélangé de la science, de la philosophie, de la psychologie, de l'ésotérisme, de l'occultisme, de la métaphysique, de la physique, de la chimie, des mathématiques. Puis c'est tout aggloméré ensemble pour faire un fil conducteur, pour avoir une idée du portrait global, pour être capable de dire, ben là, j'ai compris un peu, ou pas mal, ça s'en va où. Je vais être prêt au changement, parce qu'il va arriver pas mal rapidement. Puis même si en l'an 2000, on avait peur du bug de l'an 2000, puis de 1800 à 1900, c'était la même affaire. Là, il y a une tangente et c'est vraiment un peu comme la vitesse de la lumière. Là, si vous regardez, d'ailleurs, c'est comme ça dans mon livre. Plus on accélère, moins on peut dépasser la vitesse de la lumière parce que plus on accélère, plus le temps ralentit. Puis à un moment donné, c'est impossible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière en accélérant. Sauf qu'il y a des particules comme des tachyons, puis il y a des subparticules qui vont plus vite parce qu'ils manifestent instantanément. La vitesse de la pensée, c'est plus vite que la vitesse de la lumière parce que moi, quand je pense ou quand j'ai un contact avec ma source, ça origine de mon cerveau, qui est une interface, ça s'en va dans le centre de l'univers et ça revient en une milliseconde. Donc ça couvre des distances incroyables et c'est beaucoup plus vite que la lumière, mais c'est beaucoup moins tangible et beaucoup plus, pas friable, là, mais impalpable.